Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons dans la communauté atikamekw d'Opitchwan pour y rencontrer William Awashish. Né en 1944, William Awashish a passé les premières années de sa vie en forêt avec ses parents. Une enfance dont il garde un merveilleux souvenir ainsi que des valeurs profondes qui le guident aujourd'hui encore, notamment l'importance de la marche pour la santé physique et mentale. Notre invité a été chef de la communauté d'Opitchwan de 1971 à 1975, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. En 2012, il participait à Innu Meshkenu, la grande marche pour la santé du docteur Stanley Volant. Chanteur et guitariste, William Awashish est un grand amateur de musique et parle avec force de sa spiritualité. Homme de conviction, il donne également des conférences pour sensibiliser les jeunes aux conséquences des changements climatiques et de la surexploitation forestière. En 2023, William Awashish a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec qui souligne son engagement bénévole et son influence positive dans sa communauté. William Awashish, quoi? Un grand merci de nous accueillir chez vous, à Opitchwan. Un grand merci, vraiment. Oui. C'est un plaisir de vous rencontrer. On va commencer, William Awashish, en parlant un peu de la médaille du lieutenant-gouverneur que vous avez reçue tout récemment. Moi, j'ai jamais eu des médailles pendant mes parcours de jeunesse, là. Mettons, pour la victoire, mettons, des choses comme ça, là. Ça m'a fait surpris quand j'ai eu la médaille du gouverneur. Je me demandais d'où il venait la médaille, qui me l'a choisi de recevoir la médaille. C'est par la fin une madame qui ont choisi pour moi. Non seulement des madames qui ont choisi pour moi, peut-être aussi la communauté qui m'ont choisi en même temps. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Quand je l'ai eu, la médaille, je l'ai mis sur mon bureau, sur un petit comptoir. Je me disais, je regardais de temps en temps, je me disais, c'est quoi les médailles pour moi? Et j'ai jamais eu des médailles quand j'étais jeune, ou bien dans les sports, quelque chose comme ça, là. Pourquoi aujourd'hui j'ai eu cette médaille? Ça doit être que j'ai fait quelque chose pour la communauté. Donc, je suis fier d'avoir une médaille comme ça. Surtout, peut-être pas dans les sports, peut-être pas dans d'autres activités, mais pour ma sagesse, pour la communauté. Vous avez toujours vécu à Opitchwan? Moi, j'ai toujours vécu depuis 1944. Ah oui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Dans les années 44, que j'ai venu au monde, ici, à Opitchwan. Ouais. Donc, avec vos parents, vous avez vécu le mode de vie traditionnel, si je comprends bien? Vous avez vécu beaucoup en forêt? Oui, j'ai vécu en forêt dans ces années-là. Nous autres, la ville, ça n'existait pas. Hein? On a vécu vraiment dans la forêt. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette période-là? Comme souvenir, pour moi, c'était un endroit où j'ai vécu. C'était un endroit vraiment, pas comme ici, à Opitchwan, ou comme aujourd'hui. Là, c'était vraiment différent. Quand j'ai vécu dans la forêt avec mon père, mes parents. Vous en gardez un beau souvenir? On vous voit sourire. À la radio, ça s'entend pas, mais on vous voit sourire quand vous en parlez. Donc, c'était la chasse, la pêche. Comment est-ce que vous décririez cette vie-là? Cette vie-là, je pourrais vous décrire que
C'est une belle éducation pour moi. Quand mes parents ils m'ont montré le mode de vie, comment vivre dans la forêt, c'était vraiment, pour moi, la chasse, là. Puis je bougeais beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui, quand tu es à la maison, tu écoutes la télévision, là. Puis dans ces années-là, moi, quand mon père m'a montré de vivre vraiment la chasse, puis dans le bois, c'était de lever le matin, puis de marcher avec lui. C'était vraiment pour moi un bon souvenir. Moi, je me dis, quand j'ai vécu en forêt, c'était mon père qui m'a enseigné, lui qui me disait, si tu te lèves, puis si tu marches, c'est là qu'il va te conduire la vie. Mais si tu bouges pas, si tu restes là, dans le temple, dans la maison, tu peux pas avoir la bonne qualité de vie. Pour vivre, c'est une question de bouger, de s'élever, puis là, marcher. C'est là que je transmets aux jeunes, lever puis marcher. C'est une meilleure qualité de vie que vous allez les chercher. Au sens physique, mais aussi au sens Ouais, au sens abstrait physique puis mental. et mental, Ouais. c'est-à-dire se mettre en mouvement, agir. Ouais, Là. ouais, c'est ça. Est-ce que les jeunes, ils comprennent bien ça ou il faut les pousser un petit peu? Oui, il faut les pousser. Il faut les pousser pour qu'ils comprennent, parce que c'est... Aujourd'hui, c'est pas la même qualité de vie que moi que j'ai vécu. C'est complètement changé. Est-ce que vous les emmenez en territoire? Moi, mes jeunes, je les amène en territoire. Mes petits-enfants. Ouais. Oui. C'est précieux pour eux, hein? Oui, c'est Voir précieux. encore un grand-père qui peut les emmener. C'est ça. William Awashish, vous avez été le chef de votre communauté. Vous avez exercé 2 mandats de 2 ans, de 1971 à 1975. C'était quand même au tout début de l'organisation politique des Atikamekw. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là plus politique? Quand j'ai été élu comme chef dans les années 70 à 75, moi, j'étais le plus jeune chef de la communauté qui a été élu dans ces années-là. J'avais à peine 26 ans, 27 ans. J'ai accepté quand ils m'ont demandé d'être chef. J'ai accepté parce que dans ces années-là, nos grands-parents, nos ancêtres, là, eux autres, ils parlaient pas beaucoup le français. Quand ils m'ont demandé, ils ont dit on aimerait ça que tu sois chef, que tu peux nous traduire qu'est-ce que nos politiciens comme les ministères des Affaires indiennes pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils nous disent. C'est à partir de là que je me suis dit, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Donc je l'ai accepté comme d'être chef dans ces années-là. Ouais. C'est vrai que c'est jeune, fin vingtaine, pour autant de responsabilités politiques. Est-ce que c'était quelque chose de lourd à porter? Je vous dirais, moi, la politique, vraiment, là, j'étais pas là-dedans. Mais c'était nos anciens politiciens, nos anciens chefs qui nous ont comme enseigné c'est quoi d'être chef pour la communauté. C'est eux autres qui m'ont enseigné, m'ont aidé beaucoup. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'étais là, ce que les gens de la communauté nous demandaient, c'était pour garder la communauté, puis défendre les territoires de chasse. C'était plus ça avant d'entrer dans d'autres projets comme qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment la protection du territoire qui était centrale, j'imagine. Ah, oui. C'est ça, parce que nous autres, dans ces années-là, on vivait encore la chasse. Dans ces années-là, oui. Protéger le territoire par des revendications territoriales ou de quelle manière? Ça s'en venait avec revendications territoriales. Donc négocier avec le gouvernement, avec les gouvernements. C'est ça, oui. Le gouvernement Trudeau avec le gouvernement Bourassa dans ces années-là, oui.
La question, c'était pas encore tellement les entreprises qui venaient Non, prendre du bois, c'était Non. vraiment politique, là. c'était vraiment politique, oui, dans ces années-là, oui. Comment ça se passait, ces négociations-là? Ben, au tout début de la négociation, il y avait une association des Indiens du Québec Ouais, qui s'est rassemblée beaucoup là, pour justement négocier ensemble. ensemble. Ouais. Ouais. Et c'était toutes les nations? C'était toutes les nations. Hmm. Les nations du Québec, là, soit les Kéris, les Atikamekw, puis les Algonquins, un peu partout qui venaient au Québec. Là. Puis qu'est-ce qui s'est passé au moment de la convention de la baie James, où là, les Cris ont conclu une autre entente? Comment est-ce que ça a été vécu, ça, par les Atikamekw? Il y a eu une séparation à partir de là. Les Inuits, les Atikamekw, les Algonquins, ça a été tout séparé. Et ça vous a affaibli, vous diriez, ou? Ben, ça a été affaibli parce que ça a pris du temps de réorganiser les Atikamekw, puis des Inuits, puis des Algonquins. Là. Chez les Atikamekw, ça a pris du temps à répartir, à reconstruire. Là. On voit souvent des chefs qui font 4, 5, 6 mandats. Vous, après 2 mandats, vous en aviez assez. Ça vous a jamais tenté de vous représenter comme chef? Quand j'étais là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les chefs, ils ont des subventions pour payer le chef. Moi, à l'époque, là, j'avais pas de salaire comme chef. Wow. J'étais obligé de partir travailler à l'extérieur. Souvent, j'ai quitté la communauté. Pourquoi? Parce que je voulais faire vivre à mes enfants aussi. J'avais pas de salaire. À un moment donné, je disais, faut que je parte aller travailler. Puis j'ai parti souvent à l'extérieur pour aller travailler. Quand t'as pas de salaire, tu peux pas le donner à nourrir, la nourriture aux enfants. Hein? Comme si je travaillais en pauvreté, là. C'est pour ça que j'ai parti de la communauté pour aller travailler à l'extérieur. J'ai travaillé pour une compagnie forestière. Ah oui. Donc, vous avez travaillé plusieurs années dans le... Oui, j'ai travaillé pour 27-28 ans pour eux autres. Quand ils ont fermé, quand la compagnie est partie dans les années 92, là, c'est là que je suis revenu dans la communauté. Et vous restiez où pendant ce temps quand vous travailliez à l'extérieur? Ben, je restais ici, mais je partais pour Travailler, vous reveniez ensuite les fins de semaine? les fins de semaine. Beaucoup d'Atikamekw travaillent dans le milieu de la foresterie, ici à Opichwan, à Manawan, Wemotaci. Ça doit être des fois un peu difficile de travailler pour le milieu de la foresterie et avoir une vision de protection du territoire. Ça doit être dur des fois à trouver l'équilibre entre les deux. Quand je travaillais pour la compagnie forestière, c'est eux autres qui m'ont engagé pour être contre-maître pour la compagnie. Donc, quand ils m'ont engagé, c'était là que je venais chercher des gens de la communauté pour aller travailler dans la foresterie. Pourquoi est-ce que la compagnie voulait engager les Atikamekw particulièrement? La compagnie, ils savaient que les gens ils avaient besoin de travailler. Puis c'est pour ça qu'ils engageaient les Atikamekw. J'imagine votre connaissance du territoire aussi devait être appréciée par la compagnie. Hein, c'est ça. C'est sûr. Puis quand vous reveniez la fin de semaine, il paraît que vous faisiez de la musique. Qu'est-ce que vous jouez? Je m'amuse dans l'instrument. Puis je chante, là. Entre-temps, je venais faire de la musique à l'église aussi. Pour les cérémonies, les mariages. Toutes des choses qui se passent à l'église. Puis je viens faire de la musique, puis les chants. Au niveau de la musique, il y a même un groupe qui s'appelle la famille William. Là. Oui. Puis William, c'est vous, ça? C'est moi. Ah, voilà! Vous êtes le William! Oui, moi, j'ai fait de la musique. J'avais à peine 13-14 ans. Je commençais à jouer la guitare. Puis je chantais, je faisais
les imitations des chansons, là. Après ça, on avait un groupe, puis on jouait de la musique, là. Le country, ouais. Puis moi, j'ai continué encore à faire de la musique à l'église, là. C'est populaire, le country. C'était populaire, oui. C'était populaire, le country. Ben oui, en milieu atikamekw, en milieu autochtone, je pense beaucoup, mais atikamekw particulièrement. Là. C'est ça. Ah oui. Puis on a parlé du territoire William Awashish. Vous avez donné des conférences, entre autres. Vous avez rencontré des jeunes dans les cégeps, je pense, où vous avez parlé des changements climatiques, puis de l'impact des changements climatiques sur les Atikamekw, sur le Nitaskinan, le territoire traditionnel atikamekw. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces impacts-là des changements climatiques sur le territoire et sur la communauté? Le changement climatique qu'on vit aujourd'hui, là, quand je vais dans le bois, là, j'ai vu beaucoup vraiment changement climatique. Mettons, le printemps, c'est plus la même chose comme qu'on a aujourd'hui, puis l'automne, c'est pas la même chose. On le voit présentement. Ce que je vois aussi dans le bois, changement climatique du côté des animaux, on dirait qu'ils ont plus une vie comme qu'ils les avaient aussi. Parce qu'il y avait aussi les coupes de bois, nos gibiers, là, les orignaux, on dirait qu'ils s'éloignent, ils ont plus leur territoire comme qu'ils l'avaient avant. Leur territoire était tout coupé par la compagnie forestière, des compagnies forestières. C'est tout ça qui dérange du côté des animaux. Dans le bois, là, la neige, là, c'est plus dur à marcher. Dans le bois, c'est la neige. La neige, là, quand il tombe, là, c'est comme la neige avec de la pluie en même temps. Je m'en souviens, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, ici au jour de l'an, il y avait des orages, des tonnerres, en plein mois de janvier, qu'on n'a jamais vu ça avant. Ça fait partie aussi du changement climatique. Cette année, on était vraiment chanceux encore le bleuet. On a eu beaucoup de bleuets cette année. On pensait que avec les feux de forêt qu'on a eu et la chaleur qu'on a eu, on n'aurait pas de bleuets. Finalement, on a eu quelques pluies. Puis ça a été, on dirait que ça a été... ça a sorti d'un coup. Ça a sorti d'un coup. Oui. Puis on a eu terriblement encore des bleuets cette année. Ben, on n'a pas eu la cueillette des bleuets, par exemple, ici, dans la communauté. Non, on avait chaque année la cueillette de bleuets, là, puis il y a un acheteur qui était ici, puis cette année, on n'a pas eu. Des bleuets qu'il y avait au Bleuetière, Lac-Saint-Jean, il y en avait trop encore. C'est lui qu'on l'avait dans les années 20-22, là. Puis c'est pour ça, cette année, on dit, on n'achètera pas de bleuets, on va laisser couler notre bleuet au Bleuetière. Parce que j'ai su, là. Parce que d'habitude, la communauté ramasse les bleuets autour, puis les vend à une bleuetière. C'est vraiment comme un revenu de vente, là. C'est pas juste pour la consommation personnelle. Ben ici, la cueillette de bleuets, puis on a un acheteur ici dans la communauté, puis les gens, ils allaient avec la cueillette de bleuets à tous les jours pour le vendre ici. Après ça, le vendeur qui est ici revend au bleuetière. Mais cette année, non. Cette année, non. C'est quoi les rapports de la communauté avec les forestières? Parce que vous disiez qu'à plusieurs dizaines d'années, c'était des bonnes voisines parce que ça donnait du travail aux Atikamekw, mais là, vous dites que ça commence à nuire aux animaux, notamment. Les gens de la communauté, ils veulent plus maintenant défendre leur territoire. Étant donné que les compagnies forestières, ils commencent à couper partout dans des territoires. Les gens, il y en a moins qui travaillent dans la forêt.
Et William Awashish, est-ce que vous avez évoqué tout à l'heure votre attachement à l'Église de la communauté de Pichuan. J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de votre spiritualité. Comment vous la décririez, votre spiritualité? J'aime vivre dans cette spiritualité. Ça me donne de la vie. Ça m'aide beaucoup. C'était besoin pour moi, là, quand je viens à l'église. C'était besoin pour moi. Non seulement à l'église, même à la maison. Quand je me lève le matin, c'est mon chapelet. Des fois, je vais avec mon épouse. Ça arrive des fois qu'on fait des chants. On chante. J'ai des instruments dans seulement à la maison. Des fois, je me dis à mon épouse, viens, on va aller chanter, on va pouvoir chanter pour le Seigneur, on va chanter pour nous, on va chanter pour nous, la communauté. Là, puis c'est tout ça pour moi. C'est une belle chose pour moi. Et vous priez en Atikamekw? On prie en Atikamekw, oui. Est-ce que vos parents étaient chrétiens? Nos parents, oui. Vos parents, oui. Mes parents, ils étaient chrétiens. Vous disiez que votre père vous disait qu'il fallait se lever et marcher, puis vous avez participé à une grande marche qui a dû faire honneur à votre père avec le docteur Vollant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai marché avec le docteur Vollant en 2012. Quand on est parti ici en 2012, je crois le 21 février ou 22 février. C'était une route de neige. C'était une route de neige. On partait d'ici, la communauté. Jusqu'à Manawan, c'est ça? Jusqu'à Manawan. On a traversé le réservoir Gouin. OK. 3-4 jours. C'est long, le réservoir Gouin. Oui. Après ça, on a pris dans le bois. Puis ça, après, quand on est parti d'ici, au Bidjouan, aller jusqu'à Ouin-Montaché, ça a pris 9 jours. On a monté des montagnes, on a descendu jusqu'à Ouin-Montaché. Pendant 9 jours, on couchait dans les petites tentes, pas trop isolées. C'était des moins 30, des moins 35 dans la température. C'était pas chaud. Après ça, à partir de Ouin-Montaché à Manawan, ça a pris 5 jours. À partir de Ouin-Montaché à Manawan. Toujours à pied. Pas en skidoo, là, à pied. Non, c'est ça. En raquette. En raquette. On traînait nos Avec les bagages, oui. nos affaires personnelles. C'était beaucoup de gens? On était, je pense, une 60aine Ah oui, hein? qui ont participé, ouais. Avec des jeunes, des plus Des âgés? jeunes, ouais. Des jeunes, je pense que j'étais le plus vieux dans le groupe. Le docteur Vollant était avec nous. Et c'était quoi le but de la marche? Le but de la marche, c'était pour la santé, de se tenir en santé, là, pour voir en même temps c'est quoi la vie dans le bois. C'est vraiment la marche intense. C'est vraiment la marche thérapeutique, moi, que je l'appelle. C'est sportive aussi, parce que je pense que c'était 293 km cette marche-là. Non, c'était 315. Ah oui? 315. Moi, j'avais tout calculé. Les 15 derniers ont été durs. Ouais. Vous en rappelez des 15 derniers? Ah ouais. C'était 315 km en 14 jours. Ouais. C'était en 14 jours qu'on a pris. Je pense que c'est le programme du docteur Vollant. Là, Ouais, c'est ça. Des bonnes habitudes de vie. Ouais. Tout ça, c'est dans ce cadre-là. Ouais. Qu'est-ce qui est resté aux jeunes qui ont participé? Est-ce qu'après, ils sont plus allés dans le bois? Ils ont été plus actifs? Ils ont voulu faire d'autres choses? Moi, j'ai remarqué que quand les jeunes y ont participé à ça, là, cette marche-là, là, à chaque année qu'ils ont organisé la marche, il y en a eu de plus en plus des jeunes qui participaient. Ah, parce que c'est chaque année la marche? Oui, chaque année à la marche. La marche est organisée par la communauté. Il y a un groupe de femmes là, qui organise ça. Là. Ouais. Puis on s'aperçoit que à chaque année, il y a beaucoup de jeunes qui participent. Il y en a toujours une cinquantaine et plus qui participent. Avec la COVID, là,
on dirait que ça nous a dérangés. Depuis ce temps-là, on a eu moins de participation de la marche. Comme l'an passé, je pense qu'il y en a juste eu une vingtaine. Là, ils vont sûrement avoir d'organisation encore cette année 2023. C'est toujours à l'hiver. Ouais. Ça marche très bien, oui. C'est qu'à de le dire, ça marche bien. Ça, Ouais, ça marche beaucoup. marche beaucoup, oui. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre communauté, pour vos enfants, par exemple, pour les 20, les 50 prochaines années? Moi, ce que je souhaite aux jeunes, est de garder la communauté en santé. Vivre en santé ensemble, ce que je souhaite aux jeunes. Mais il faut les encourager. Il ne faut pas les lâcher. Hein? La communauté est très jeune. Hein? Oui. Il faut travailler beaucoup pour tenir la communauté en santé. Ouais. William Awashish, Kichimigwetch, vraiment pour votre présence, votre prise de parole. Miigwetch Matashi. Miigwetch. Un immense merci à l'aîné William Awashish de nous avoir reçus dans sa communauté d'Opichiwan pour partager avec nous un peu de la sagesse qu'il a accumulée au fil des ans. L'émission Confluent est produite par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, nous vous invitons à rester à l'écoute de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.